In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microcibé, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de recevoir mes invités, c'est-à-dire Souheila Zemani et Romain Rousset, parce qu'on va parler de cinéma, bien évidemment, de livres, donc de littérature, de critique de cinéma, d'analyse, et on va parler de la Palestine. Et vous savez, si vous connaissez un peu la chaîne Microciné, c'est en tout cas non pas une thématique, non pas un sujet, mais quelque chose de l'ordre du monde qui est très important en tout cas chez Microciné. Voilà. Et donc je suis très content, Romain est venu à moi pour me parler de cette revue organisée par l'association Club Lumière dont vous faites partie. Et à la base, donc, il y avait un lien que vous avez dans le descriptif de la vidéo pour les précommandes. Et moi, je lui ai proposé de faire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il fallait venir pour parler aussi de tout ça, parce que voilà, il faut consacrer des cases, enfin des cases, en tout cas des espaces de conversation par rapport à ce cinéma palestinien. Et donc, je suis très content qu'il soit là. Et avant de commencer, juste savoir comment ils vont par rapport à cette revue, par rapport à la finalisation de cela. Racontez-moi un peu, voilà, racontez-moi un peu tout ça, mais déjà, comment allez-vous? Oui. Ok. Moi, ça va très bien. Je suis très fier que ça soit fini, que ça soit sorti. Donc là, on est en train de mettre en avant du coup la revue comme on peut. Et on a déjà des premières ventes, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Très, très content d'avoir écrit dans ce livre. Ouais, ça va très bien. Pareil, très contente de mettre en lumière ce cinéma dans le contexte actuel. Ça nous semblait vraiment important de faire ça. Donc c'est le directeur de l'association qui est venu vers nous pour nous en parler. Ça me semblait important aussi pour lui de d'apporter une action solidaire tout en légitimant ça avec justement le cinéma, puisque c'est ce qui nous passionne tous dans l'association. Donc on est très content d'avoir pu finir ce corpus de textes. Et donc on a dégagé quelques bénéfices déjà, on est content et on espère que ça va continuer. Expliquez-moi un peu comment, tu l'as un tout petit peu évoqué, Souheila, mais expliquez-moi un peu ce mot qui veut dire beaucoup trop de choses et pas assez, le mot genèse. Alors déjà, nous parler un peu de Club Lumière et puis surtout, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un moment, l'usage du cinéma comme outil de résistance, c'était important dans le contexte palestinien? Dans mon texte, tu parles de dans mon texte? En général, par rapport au livre, par rapport à la revue. Parce que c'est le cinéma, il fait office de médium d'histoire et de mémoire. Et avec ce qui se passe, justement, réhumaniser le peuple palestinien, ça nous semblait important, lui rendre sa dignité. Et donc, la résistance, elle est dans le fait d'exister pour le peuple palestinien, et par le cinéma, leur montrer au public du coup cette existence, cette résistance, en ne montrant pas qu'un seul point de vue, celui qu'on voit dans les médias, le point de vue occidental, mais bien le point de vue des Palestiniens dans le cinéma palestinien, qui est pour nous très important à faire découvrir. Si tu voudrais rajouter quelque chose, Romain, ou si tu veux, j'aille plus sur la genèse du projet du livre. En fait, c'est du coup, le Club Lumière, c'est une association, c'est une revue en ligne qui existe depuis quelques années. Donc nous deux avec Souleya, on l'a rejoint en fin d'année dernière. Donc on est un peu des nouveaux dans la revue. Et je crois que l'année dernière, ils avaient sorti déjà une édition papier, mais qui était simplement un bilan de l'année cinéma. Et cette année, ils ont voulu changer un peu de direction et on va dire plus politiser la revue. Et ils ont trouvé cette idée du coup de faire, je sais pas si ça sera fait pour les autres années, mais en tout cas cette année, avec la situation qu'il y avait en Palestine aussi, qui était assez terrible, justement de faire cette revue pour soutenir avec les armes qu'on avait et les moyens qu'on a, nous, d'agir en France, entre guillemets, enfin d'agir, c'est un grand mot, mais voilà, déjà de faire quelque chose justement, et où du coup tous les revenus sont reversés à une association qui œuvre en Palestine. Et donc, c'est un moyen aussi pour nous de politiser, on va dire, quelque part notre travail de critique cinéma pour en faire quelque chose de plus concret, quoi.
Et comment s'est déroulée ou la mise en place des propositions d'articles qui finalement se retrouvent dans la revue? Comment cette articulation d'idées a été pensée? En gros, ça c'est plus le travail de c'est Baptiste et Nino qui sont nos chefs éditorialistes, on va dire. Enfin, c'est eux qui gèrent, c'est les rédac chefs, quoi. En gros, au Club Lumière, en tout cas, c'est comme ça que la revue fonctionne. Chacun est libre d'écrire sur ce qu'il veut. Et nos rédacteurs en chef, après, ils nous font des suggestions, ils relisent les textes, etc. Et après, ils retravaillent en amont pour nous diriger si on va dans une mauvaise direction, entre guillemets. Mais la base du Club Lumière, c'est qu'on est libre d'écrire sur ce qu'on veut. Et en l'occurrence, le choix des films était totalement libre. Et après, c'est avec les textes et les sujets qu'on voulait aborder qu'ils ont, eux, construit le sommaire, qui ont, eux, construit justement les différentes parties du livre. Donc, il y a des textes sur le cinéma palestinien dans toute son histoire, à peu près. Il y a des textes, du coup, sur le cinéma palestinien d'aujourd'hui, avec un texte de Baptiste sur Toul Unknown et un entretien. Et des textes sur aussi des cinéastes non palestiniens, mais qui traitent de la Palestine dans leurs films. Et ils ont orchestré le livre avec les textes que tout le monde a écrits. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on voit le sommaire, il y a donc un éditorial sur cinéma palestinien, images au pluriel de la Palestine. Il y a un gros chapitre sur le cinéaste Elias Suleiman, la Palestine mondiale, avec plusieurs. Il y a la Palestine à l'aube du XXIe siècle, à propos donc de Chronique d'une disparition en 96 et de Cyber-Palestine en 2000. Et puis il y a un autre texte, La Palestine est un monde, à propos d'une intervention divine, et It Must Be Heaven, qui a été film réalisé en 2019. Puis il y a un autre chapitre sur le cinéma palestinien, patrimoine des luttes. Un autre chapitre sur la Palestine aujourd'hui, cinéma mutilé, et puis au pluriel, regard sur la Palestine. Et vous, si je ne me trompe pas, Souela, toi, tu as écrit un article sur Paradise Now et Romain sur Ismaël Chamout, Loot and Eden. Donc, pour le coup, pour comprendre, je pense que ça peut donner un aperçu un peu de cette dynamique critique dans cette revue par le prisme de vos deux papiers. Alors, Souela, comment ce papier est venu à toi, cette idée? Moi, ce qui m'intéressait, j'avais envie de parler de la violence. Sur tout ça, dans le cinéma palestinien, j'avais envie de parler de la violence, de comment est-ce qu'elle est abordée au cinéma par les Palestiniens. Et donc, j'avais vu, en fait, on avait un espèce de tableau où les cinéastes avaient été un peu choisis par chacun. Voilà, moi, j'ai envie de parler de lui. Et j'ai vu qu'il y avait Hani Abou Assad qui restait. Ça m'intéressait ce qu'il proposait dans son film Paradise Now. Donc je l'avais regardé. J'ai vraiment découvert à l'occasion de cette revue. Et ce qui m'avait percuté dans le film, ouais, c'était comment il abordait la violence, les différences les inégalités de force entre les Palestiniens et les Israéliens, la nécessité est-ce que c'est nécessaire ou pas, cette violence-là, est-ce qu'elle est légitime, et tout le film parle de ça, donc ça va être donc c'est l'histoire de donc c'est les deux protagonistes. On a Khaled et Saïd qui eux font faire partie d'un groupe de résistance pour en fait faire un acte de martyr. En fait, ils veulent faire un attentat suicide. Pour eux, c'est un martyr dans le film. Ça aussi, ils en parlent. Et ce choix, il va être discuté par les gens autour d'eux, leur famille, etc. Et c'est surtout Khaled qui, lui, va être face vraiment à un dilemme moral de est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse cet acte ou pas. Et donc, on voit qu'en fait, dans tout ce conflit, le film le montre bien, il y a une inégalité des forces, et donc il y a même la guerre, entre guillemets, on voit que d'un côté, elle serait propre, et de l'autre, on va dire sale, entre gros guillemets, quand ça va être l'armée israélienne, les outils utilisés, la technologie utilisée, la modernité de ces armes, elle va être plus légitime, cette violence, elle va être plus légitime que la violence du peuple palestinien pour répondre face à cette violence. Et je trouve que Hani Abou Assad, il l'abordait très bien. Et c'est discuté dans le film, on a des dialogues autour de ça hyper intéressants. Parce que même dans les médias, on voit que les journaux télé, ils ont tendance à légitimer certaines violences et pas d'autres. Et quand ça vient d'un groupe plus faible en force, avec moins de moyens, ça va être moins légitime. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée, en fait, Paradise Now, sur cet aspect-là.
Mais en quoi ça propose une rupture? Comment le film propose une rupture avec les représentations traditionnelles du martyr dans le cinéma palestinien? Je ne sais pas s'il y a vraiment une rupture, parce que dans ce film-là, il y a l'aspect, on va dire, religieux du martyr, il est moins abordé. Peut-être que dans d'autres films, on va parler du martyr. Là, ça va être vraiment, au début, un acte collectif, on va dire, de martyr. Et puis, à la fin du film, ça va devenir un acte de résistance individuelle où il y a beaucoup plus de choses en jeu. Par exemple, pour Khaled dans le film, on se rend compte que son père, en fait, a été un collaborateur avant. Donc lui, ça lui pose des soucis moraux, tout ça, et il se dit, on ne sait pas trop si c'est pour réparer la faute, une faute filiale qui a été commise. Et du coup, pour moi, oui, le martyr, il y a une rupture parce qu'on va moins aborder l'aspect religieux, mais vraiment l'aspect de résistance. Le martyr, vraiment en tant que résistance dans ce conflit-là, pour moi, ça se différencie un peu des autres d'autres formes abordées. Donc, dans ce film, on peut dire que dans Paradise Now, on peut dire que la caméra, elle devient elle-même un acteur politique, Oui. ne serait-ce que dans la manière comment elle capte le corps en lutte, pour le coup. Oui, c'est ça. Et puis même la violence, elle est filmée de manière très clinique, ne serait-ce que quand ils sont en train de mettre leur ceinture d'explosifs, tout ça, ça a l'air très rituel, très normal. Donc tout ça, ça témoigne de comment la violence, elle est vécue dans ces contextes-là. Ouais. Ouais, d'accord. Par rapport à l'autre article sur donc Ismaël Chamout, Loot and Hidden, Romain, tu présentes Chamout comme une espèce de peintre cinéaste, si je ne me trompe pas, et en quoi sa démarche cinématographique prolonge l'œuvre picturale militante d'Ismaël? Oui, alors en gros, il y a eu juste une petite confusion. J'ai écrit du coup 2 articles, un sur Ismaël Chamout et un sur un film qui s'appelle Looted and Hidden, qui est un film israélien de Rona Sela. Mais donc justement sur Chamout, du coup qui a réalisé seulement 2 courts-métrages, Glow of Memory, justement, qui est basé entièrement sur ses peintures, comme René a fait quelques films sur Van Gogh, sur Guernica dans les années 50. Donc Chamout, oui, c'est ça, c'est un peintre palestinien qui a fait énormément de peintures, énormément de tableaux sur la cause palestinienne, notamment avec l'OLP, donc des peintures très militantes, des affiches de propagande, etc. Et justement, là, il réalise un film, du coup, à partir uniquement de ces tableaux. Et il va prolonger justement ces tableaux, parce que si on prend ces tableaux individuellement, ils racontent chacun une petite histoire, et en fait, qui ensemble forment une grande histoire, qui est un peu l'histoire de sa vie, la vie de Chamout. Et en faisant ce film, en fait, il va rassembler tous ces tableaux, il va les mettre en lien avec le montage cinématographique, pour justement mettre en relation tous les tableaux à peu près qu'il a pu faire dans sa vie sur ce sujet-là, avec un montage très cinématographique. Ça rappelle notamment les montages soviétiques, où il y a plusieurs fois le même tableau qui revient, des moments différents, du coup qui crée un autre sens et autre chose. Notamment, il y a beaucoup un tableau qui revient, qui est le tableau d'un vieil homme palestinien au coin d'un feu, et c'est vraiment un peu une figure de penseur, une figure de sage et de passeur, et qui est un peu la figure de Chamout lui-même, en fait, qui a été là, qui a subi la Nakba en 48, qui fait ce film dans les années 70, je crois, ou les années 60, et qui du coup a tous vécu en lui, et qui a toutes ces expériences à partager aussi avec ses congénères, avec l'ensemble du monde, en fait, avec tous les spectateurs qui vont regarder le film. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est comment il faisait de ces tableaux un matériau cinématographique, et d'autant aussi qu'il met en relation ces tableaux avec des images documentaires plus classiques, plus brutes, on va dire. Et justement, comment il jouait avec ces différents types d'images pour les mettre en commun et créer un film qui est à la fois complètement pictural, complètement du coup l'œuvre d'un artiste fait à la main, et en même temps un film quasiment documentaire. Dans Loot on Hidden, si j'ai bien compris, l'archive devient aussi un lieu de combat, pour le coup. Oui, totalement. Looted and Hidden, du coup, c'est un film de Rona Sela qui est sorti en 2018 et qui est pour le coup je crois qu'elle est journaliste israélienne, et du coup qui a exhumé beaucoup d'archives qui étaient cachées par Israël, qui ont été confisquées justement par l'armée israélienne quand ils ont envahi le Liban en 82, et qui étaient donc les archives de l'OLP, qui est un peu l'organisation de lutte de la Palestine,
qui avait créé une sorte de cinémathèque qui conservait beaucoup de documents papier et beaucoup de films aussi, beaucoup d'images vidéo. Et dans Looten and Hidden, en fait, donc, il y a deux choses dans le film. C'est le matériau filmique, c'est entièrement les images d'archives qui ont été confisquées, qu'elle exhume du coup et qu'elle montre, qu'elle donne à voir. Et en même temps, en voix off, il y a plusieurs personnes qui parlent, il y a plusieurs voix, dont la voix de la cinéaste, dont la voix de personnes qu'elle allait interroger. Il y a la voix d'un soldat israélien qui a envahi le Liban et qui comprenait pas bien sa mission et qui a des regrets. Il y a beaucoup de voix différentes, des voix d'acteurs aussi de la cinémathèque de l'OLP. Et là, oui, on peut vraiment parler de la force politique des archives, de la force des images à capter quelque chose des luttes. Et c'est Foucault, je crois, qui disait tenir la mémoire d'un peuple, c'est tenir le peuple, c'est l'empêcher de se rebeller, de prendre conscience de sa situation. Et là, on est clairement là-dessus. Quand l'armée israélienne confisque les images et les met un peu sous le tapis, les masques, les déguise pour plus qu'elles ne soient vues et pour les censurer, c'est vraiment un moyen aussi d'empêcher que la lutte palestinienne se perpétue. Et là, dans les temps qu'on vit, malheureusement, il y a une tendance très forte de l'État israélien, du gouvernement Netanyahou, de refuser d'humaniser la population palestinienne et rappeler justement l'existence de toutes ces images, de toutes ces luttes. C'est aussi rappeler l'expérience vécue du peuple palestinien et l'histoire, en fait, qui est l'histoire de ce peuple et qui existe bel et bien et qui est légitime à en faire des films. Voilà, c'est une vraie mémoire, c'est pas juste un peuple, comme disait Soueya, c'est pas juste des statistiques, c'est pas juste un peuple réifié, il y a tel nombre de victimes aujourd'hui. Non, c'est un peuple avec une histoire, avec une culture, avec des films, avec un cinéma qui est hyper vaste, avec beaucoup de choses, et c'est important de le montrer, et je trouve que le Looten and Hidden, pour le coup, le montre assez bien. Est-ce que finalement tout cela est une question de redonner le sens premier à des mots qui se sont soit banalisés ou qu'on n'a pas envie de dire, par exemple, et ça j'en suis responsable, le mot génocide par exemple, ou alors le mot effacement, le mot la peinture, la violence, les traces, donc un côté sismographe. Est-ce que finalement cette revue, c'est une manière aussi de dire que quoi qu'on en pense, le cinéma produit, fabrique des images. Le cinéma continue de jouer un rôle là-bas, contrairement à ce que la télévision veut peut-être nous faire croire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on est dans cette idée-là d'une forme que le cinéma laisse des traces et fait son taf, pour le coup? Oui, complètement. Le cinéma, c'est pour moi, c'est une des fonctions. Si on peut parler de fonction première du cinéma, c'est ça, c'est retracer aussi l'histoire. Moi, ce qui était important, c'est vraiment le réhumaniser, surtout rendre la dignité au peuple palestinien. Pour moi, oui, tout ce que tu as dit, oui, c'est ça. C'est vraiment aussi le but de cette revue. Et il y a je crois qu'il y a aussi une forme de notion, de hors-champ historique et politique qui est assez centrale dans le cinéma palestinien qui est décrit dans le livre. Est-ce que là, pour le coup, c'est une question qui est plutôt générale, même si c'est pour vous deux par rapport à vos textes, mais c'est aussi dans l'ensemble même de cette revue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette notion de travailler ce hors-champ historique et politique était important aussi de remettre les choses à leur place? Oui, moi je pense que c'est important comme on l'a dit un peu, de rappeler cette histoire culturelle, pardon, et la richesse de ce cinéma aussi, de simplement montrer les films. Je sais qu'il y a beaucoup de festivals, qu'il y a de plus en plus en France qui s'organisent justement pour montrer les films palestiniens. Il faut aussi prendre cette place sur la place publique et la place culturelle. C'est un moyen de passer des films dans des salles, etc. C'est un moyen de perpétuer la mémoire de la Palestine quelque part et de perpétuer l'œuvre de ces artistes qui ressort justement de cette société palestinienne et de remontrer qu'il s'agit bien d'une société, qu'il s'agit bien d'une culture commune qui est la culture palestinienne avec des films importants, avec des cinéastes importants, des figures importantes. On a parlé d'Elia Suleiman, il y a aussi Mustapha Abou Ali qui est un réalisateur très important dans le cinéma militant en général.
C'est ce genre de choses qu'il faut rappeler aussi et comment dire, repenser un peu une histoire du cinéma qui aurait oublié le cinéma palestinien quelque part. Enfin, Elia Suleiman, peut-être qu'il n'est pas... Enfin, si, il est assez... Pour le coup, c'est peut-être le réalisateur palestinien le plus mis en avant, mais je pense même... Enfin, ce qui est dur avec ce genre de projet aussi, c'est, pour le coup, j'avais pas vu beaucoup de films palestiniens avant de faire la revue, j'en ai vu beaucoup pour trouver un sujet intéressant, quelque chose qui me parlait beaucoup. Et en fait, c'est la richesse de cinéma. Enfin, moi, honnêtement, j'ai des regrets parce qu'il y a 3-4 cinéastes de plus que j'aurais voulu aborder. Il y a Kamal Ajafari, il y a Michel Cléfi, enfin, il y a beaucoup de cinéastes que j'aurais voulu aborder et que, bon, j'ai vu les films après, voilà, les choses sont mal goupillées, mais en fait, là, les films dont on parle dans notre revue, c'est pas pour... On n'arrête pas le cinéma palestinien à ça. Justement, je crois que c'est dit dans l'édito de la revue. Le cinéma palestinien, il est riche, il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre sur l'être humain, je pense. Il y a un peu de cela, mais est-ce que, là on sort un tout petit peu de l'analyse cinématographique, il y a eu des précommandes qui ont déjà été faites? Et des précommandes. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez déjà des retours sur des retours sur la revue, sur le contenu? On n'a pas eu trop de retours sur le contenu, c'est vrai. On a eu des premières précommandes, des gens qui l'ont reçu, mais on a eu non, je ne crois pas qu'on ait eu des retours plus que ça. Et est-ce que vous allez organiser des événements en lien avec cette revue, que ce soit des journées ou je ne sais quoi, des ventes par rapport à... Est-ce qu'il y aura des journées qui seront prévues? On est en train de voir ça un peu. En fait, du coup, on est une revue en ligne, donc on a un peu des membres dans toute la France. Et je sais que justement, Julien, le chef du Club Lumière, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, le créateur, je crois, du Club Lumière, lui, il est à Besançon, il est en train de voir, il y a un festival Antifa qui est en train de se créer à Besançon et qui nous ont proposé au Club Lumière de faire une projection. Donc, ils sont en train d'organiser ça justement pour mettre en lien avec la sortie du livre. Et je crois que ce qui est en train d'être préparé, c'est de passer un film d'Elia Suleiman durant ce festival. Moi, à Lille, par exemple, j'ai pris contact avec des associations militantes palestiniennes qui vendent, je sais, ils font beaucoup d'événements où ils font des stands où ils vendent des livres, etc. Donc, il y aura sûrement quelques points de vente comme ça. Et à Paris aussi, je crois qu'on a des membres qui essayent de trouver des points de vente, des librairies qui pourraient acheter des livres pour les revendre. En fait, ce qui est compliqué, pour trouver des points de vente, c'est que notre politique sur ce livre, c'est aussi de dire qu'il n'y a aucun bénéfice qui doit être fait. Et du coup, il y a beaucoup de points de vente que ça n'intéresse pas parce qu'il ne peut pas se faire de marge, etc. Mais on fait comme on peut. Vous le faites bien. Je rappelle, Cinéma de Palestine, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus pour pouvoir précommander. Je vais te mettre en gros plan parce que effectivement, oui. Alors que je fasse pas de bêtises, tac, on va faire plutôt comme ça. Voilà, Cinéma de Palestine. Et donc ça, c'est une revue conçue par l'association Club Lumière. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page pour pouvoir vous procurer ce livre. Je vous invite vraiment à faire ce geste. Et était présent avec nous Souela Zemani qui a écrit donc ce texte sur Paradise Now et Romain Rousset sur Ismaël Chamout et le film Loot and Eden. Merci en tout cas à vous deux d'être venus et j'ai envie de dire sans fin. Voilà, sans fin par rapport à cette revue. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, oui, clairement. Non, prie. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle